premier cycle de conférences. Je vous rappelle que la conférence se fait en deux temps, le soir, aujourd'hui, comme aujourd'hui, sur une conférence publique ouverte à tout le monde, et le lendemain, elle est répliquée dans le cadre du plan de formation des agents de la collectivité. C'est une coopération avec la métropole. L'idée que nous avons, c'est qu'à l'heure de la transition socio-écologique, c'est peut-être important de montrer la complexité des questions qui touchent à cette transition. Donc, nous avons à la fois interrogé le mot même de transition, nous avons bien sûr essayé de faire atterrir la question du réchauffement climatique dans le contexte toulousain et puis examiner un certain nombre d'enjeux, de défis sur les îlots de chaleur urbains, sur l'alimentation, l'évolution de l'agriculture, sur la question de l'eau, etc. Et j'ai donc le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Fabienne Bugère, qui est une philosophe, professeure de l'Université à Paris 8, qui par ailleurs préside l'Université Paris-Lumière, et qui connaît bien les CODEL parce qu'elle a présidé le CODEL de Bordeaux de 2013 à 2018. Alors, c'est une philosophe qui a écrit beaucoup de nombreux essais et qui a contribué, qui est parmi les philosophes qui ont contribué à donner en France de la visibilité aux questions du care, du prendre soin. Et c'est pour cela qu'on lui a demandé de venir nous dire ce qu'était cette éthique du care et en quoi, à l'heure des transitions, eh bien, cette éthique-là pouvait rencontrer un certain nombre d'enjeux de transition. Par exemple, dans le fait que la transition oblige à regarder le rapport à la nature et le rapport au vivant autrement, à prendre en compte l'humain et le non-humain, que les transitions réactivent l'aspiration à la justice sociale, réactivent aussi le souhait de nos concitoyens d'être partie prenante des transformations nécessaires de la société, de nos modèles de développement. Voilà. Donc on a demandé à Fabienne de nous raconter un peu d'où vient cette éthique du care. On en entend beaucoup parler, mais de quoi s'agit-il? Et de nous dire en quoi, au fond, il est intéressant de s'en emparer quand on est sur les enjeux de transition et quand on est sur les enjeux, évidemment, de refondation de la démocratie au regard des enjeux de transition. Alors, vous dire qu'il s'agit donc de l'avant-dernière conférence de ce cycle, que ce cycle s'achèvera par une table ronde qui aura lieu le 16 décembre pour la partie grand public et qu'elle se tiendra non pas salle du Sénéchal mais à la médiathèque Cabanis avec Hélène Pesquine qui est la directrice générale adjointe du CEREMA et puis Geneviève Bretagne qui travaille à l'agence d'urbanisme de Toulouse. L'idée là, ce sera de clore sur la question de l'adaptation, c'est-à-dire si l'enjeu pour les sociétés aujourd'hui c'est de s'adapter, s'adapter comment? Donc c'est bien autour de ces questions-là qu'aura lieu cette dernière conférence qui va clore donc un premier cycle et puis on verra si le prochain CODEL, c'est-à-dire celui qui se mettra en place après les élections municipales et les élections à l'échelle communautaire, reprend et ouvre un second cycle sur ces questions-là, parce qu'évidemment, nous ne les avons pas épuisées. Vous dire que donc, nous publions un petit livret vert qui rend compte donc, du cycle de conférences. Donc, le premier est sorti, rend compte le tome 1 des 5 ou 6 premières conférences, Clara, des 6 premières conférences, et un second paraîtra probablement en janvier-février, rendant compte des suivantes. Voilà, je ne vais pas plus loin et je passe donc avec grand plaisir la parole à Fabienne.
qui se présentera éventuellement aussi plus en détail. Merci. Je rappelle que la règle du jeu, c'est elle prend le temps de dérouler vraiment le raisonnement et de nous apporter vraiment de la matière, et puis ensuite on débattra, on échangera, on discutera, sachant qu'on s'arrêtera à 20h. Merci. Merci beaucoup Marie-Christine Jaillet pour cette invitation. Merci beaucoup aussi à Clara Giraudat pour toute l'organisation de ma venue. C'est mieux comme ça ? Oui ? Et je dois dire que je suis très contente d'être à Toulouse parce qu'il y a assez longtemps, j'ai commencé ma carrière universitaire en fait à Toulouse, à l'université du Mirail, devenue université Jean Jaurès. Donc c'est une ville que j'aime beaucoup. Donc, ma question est la suivante. Et si la démocratie prenait soin de nous ? Cela peut paraître un peu étrange comme formulation parce qu'on semble faire de la démocratie un sujet ou une presque personne, hein, une démocratie qui prend soin de nous. Et à contrario, j'aimerais commencer, avant de déployer cette idée du prendre soin, j'aimerais commencer par ce qui nous arrive. Faire en quelque sorte un diagnostic du présent, pour montrer ensuite comment précisément on peut repenser la démocratie. Ce diagnostic du présent, j'aimerais l'enraciner dans un mot, le terme d'expulsion, et citer un livre qui m'a profondément marqué, Expulsion, de Saskia Sassen, qui a été publié en 2014 et traduit en français en 2016, et qui défend l'idée que la dynamique fondamentale de la mondialisation serait l'expulsion. Dans ce livre, Saskia Sassen se nourrit de plusieurs exemples, et j'en citerai quelques-uns. Elle rappelle qu'à la suite de la crise économique de 2008, 9 millions de familles américaines ont été chassées de leur foyer par la saisie de leur maison après la transformation de leur crédit d'accession à la propriété en produits financiers à haut risque. Elle rappelle également que des millions d'Européens ou d'Américains du Sud ont été exclus de leur travail à la suite des plans d'austérité imposés par des institutions internationales. Elle ajoute que des millions d'agriculteurs ont été expulsés de leurs terres parce que leur État les a vendus à un autre afin que celui-ci puisse développer les productions nécessaires à l'alimentation de ces classes moyennes. Elle rappelle aussi que les gaz à effet de serre que les puissances industrielles libèrent à chaque instant, ou encore les nappes phréatiques asséchées par les procédés ravageurs d'extraction du gaz de schiste. Bref, ces expulsions ou ces exemples d'expulsion sont autant de manières de décomposer des existences, de faire sombrer des individus ou encore de rendre inertes des sols. Selon Saskia Sassen, les dégradations et les agressions subies par les humains et leur environnement se sont multipliées dès les années 1980 dans 3 directions. L'emballement mondial de l'exploitation des hommes et des ressources, la généralisation de nouvelles formes de division sociale du travail, et puis des opérations financières de plus en plus complexes et globales. Et Sassen explique qu'à l'intérieur de ce processus, les comportements des classes sociales supérieures
s'avère de plus en plus prédateur, faisant surgir sur tel ou tel territoire, sur tel ou tel pays, des formations prédatrices, organisées, violentes, capables d'agir avec surprise et dans l'urgence. À l'image, par exemple, du premier mandat présidentiel de Donald Trump, scandé par un « You are fired », vous êtes viré, expulsé, pour les humains, les vivants en général, pillés pour les ressources de la planète. Et bien évidemment, on pourrait maintenant ajouter le second mandat avec tout cette question, par exemple, des terres rares, hein, ce qui est un sujet extrêmement intéressant. Des expulsions semble-t-elle se répandre partout, ou plutôt, face à ces expulsions multiples, dont on peut dire qu'elles sont à la fois socio-économiques et écologiques, quelle place pourrait-on imaginer pour une démocratie qui prendrait soin de nous? D'autant que le niveau d'analyse de Saskia Sassen est celui de la globalisation. On pourrait dire que c'est une analyse macro de nos sociétés. Et donc, faire appel, comme je vais tenter de le réaliser avec vous, au prendre soin, c'est favoriser une autre échelle, on va y revenir, celle du local, du localisé, du matérialisé, de l'ordinaire. Et donc, voyons le parcours que pourrait dessiner ce local, localisé, matérialisé, ordinaire, au titre, en quelque sorte, d'une utopie réaliste. Alors, j'aimerais procéder en 3 temps. Un premier temps, j'aimerais discuter avec vous la perspective de ce que j'appellerais un désamour de la démocratie. Parce que je pense qu'on ne peut pas ne pas faire ce diagnostic. Dans un deuxième temps, j'essaierai de déployer la perspective d'une démocratie sensible à partir de l'idée que nous sommes toutes et tous plus ou moins vulnérables. Et puis, dans un troisième temps, j'aborderai la question écologique, l'écologie comme politique du Caire, quelque chose comme une vision, on pourrait dire, ordinaire de la transition écologique. Mais tout d'abord, là où nous en sommes. Je voudrais commencer par faire un diagnostic de notre scepticisme ou du scepticisme ambiant à l'égard de la démocratie. Et je crois qu'il faut toujours commencer par les mots, et précisément par le mot de démocratie, dont on sait qu'il est d'origine grecque, qu'il a conservé, c'est quand même assez extraordinaire, la même définition pendant plus de 2000 ans, on pourrait dire de la Grèce antique jusqu'au milieu du XIXe siècle, ce qui, sous la forme d'un régime politique où le peuple se gouverne seul. La démocratie, c'est donc la souveraineté du peuple, c'est-à-dire que le peuple ne fait face à aucune autorité suprême qui viendrait lui imposer sa volonté et le contraindre à l'obéissance. Donc ça, c'est la définition globalement de la démocratie jusqu'à certaines transformations, on pourrait dire, de la démocratie représentative. Forcément, la souveraineté du peuple, ça pose des problèmes à l'élite politique et intellectuelle, qui souvent pense qu'un tel régime est une aberration ou une catastrophe politique, économique, morale, parce qu'elle présuppose souvent une irrationalité du peuple et l'idée que précisément le peuple doit être contrôlé et que s'il n'est pas contrôlé par une puissance supérieure,
eh bien, il entraînera la société dans le chaos et la violence, avec le risque d'instaurer ce qu'on pourrait appeler une tyrannie des pauvres. Alors, j'ai repris cette analyse de la démocratie dans un livre qui vient de sortir. C'est un livre d'un auteur canadien. Et je trouve que la mise en perspective du terme est particulièrement pertinente parce qu'elle montre toute la difficulté justement de la démocratie. À la fois sa définition, pourrait-on dire, radicale, souveraineté du peuple, et comment en même temps cette souveraineté du peuple, elle fait toujours l'objet d'un scepticisme, voire d'une haine de la part des élites qui pensent le peuple comme étant incontrôlable. Et là-dessus, je vais en venir à des données pas spécifiquement philosophiques, mais dont on va tenter de faire une analyse philosophique, mais qui sont intéressantes. Le baromètre du Cevipof de 2025, qui, au sujet de la confiance politique, révèle en France une montée de l'attrait pour un pouvoir plus autoritaire. 48% des Français estimeraient que dans la démocratie, rien n'avance et qu'il faudrait moins de démocratie et plus d'efficacité. 41% approuveraient l'idée d'un homme fort qui n'a pas besoin des élections et 73% souhaiteraient un vrai chef en France pour remettre de l'ordre. Ce chiffre, d'ailleurs, contraste avec des données un petit peu moins fortes en Allemagne et en Italie. Et, à contrario, il y a aussi une partie des Français qui considèrent que la France n'est plus une démocratie, est un régime autoritaire. Et cette perception, elle est particulièrement forte dans les petites agglomérations et chez les personnes aux revenus modestes. Pourquoi ces données ? Parce que ce qu'elles montrent, c'est que d'une part, il semble y avoir aujourd'hui en France, en 2025, ce que j'appellerais donc un désamour de la démocratie et une envie d'un régime plus autoritaire. Et puis, par ailleurs, eh bien, il y a aussi 18% des Français qui considèrent de toute façon qu'ils ne vivent pas en démocratie. Alors, je précise un peu ces données. Par exemple, entre 1999 et 2017, vous avez là un graphique qui vous donne précisément l'attrait pour des personnes justement fortes qui pourraient gouverner un pays comme la France, en dehors des élections, justement. Et on se rend compte que dans les différents pays qui sont mentionnés, il y a une forte augmentation de l'attrait pour une gouvernance autoritaire. De la même manière, on peut continuer cette analyse du scepticisme en ce qui concerne nos démocraties représentatives par le fait que le taux d'abstention aux législatives, globalement, n'arrête pas d'augmenter depuis un certain nombre d'années, ce qui semble vouloir dire que beaucoup de gens pensent que nos démocraties telles qu'elles fonctionnent ne peuvent rien changer dans leur vie. Et j'ajouterai également dans ce diagnostic du présent un travail de la Fondation Jean Jaurès sur la demande d'autoritarisme politique en France, et donc le fait que 32% des Français sont d'accord avec l'idée que d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie, et
39% de Français seraient d'accord avec le fait d'avoir à sa tête un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections. Comme si finalement le Parlement et les élections étaient devenus des empêcheurs de fonctionnement politique et comme s'ils symbolisaient justement l'impossibilité de la politique à transformer nos sociétés. C'est presque comme si il y avait dorénavant l'idée qu'un homme fort pourrait sans doute faire des transformations politiques qu'une démocratie n'arrive justement pas à réaliser, selon l'idée que la démocratie est faible et qu'elle ne permet plus de constituer justement la société, on pourrait dire, comme un seul organisme. Donc tout cela constitue, si vous voulez, quand même la manifestation d'un certain scepticisme à l'égard de l'attachement à la démocratie. Il y a quand même, dans de nombreux pays, et y compris en France, un certain nombre de personnes qui ne croient plus à la démocratie, ce qui fait qu'on peut quand même dire que notre démocratie est en danger. Et puis, l'indice de satisfaction vis-à-vis du fonctionnement démocratique est largement en baisse. Et tout cela est analysé, en tout cas dans l'étude de la Fondation Jean Jaurès, comme constituant, et je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, des tendances inquiétantes quant à l'évolution de notre société. D'autant que, alors bien évidemment, on pourrait essayer de préciser cette notion d'autoritarisme et ce besoin non pas d'autorité mais d'autoritarisme en disant qu'il s'agit bien d'une hypertrophie de la fonction exécutive, donc sans doute que de nombreuses personnes pensent que si la fonction exécutive est plus importante, les transformations politiques vont se faire plus facilement. Hypertrophie de la fonction exécutive, de ses composantes sécuritaires, bien sûr absence de compétition électorale équitable, absence de contre-pouvoir et de séparation des pouvoirs, absence de liberté d'information, négligence des droits individuels. Voilà globalement comment on peut rapidement définir l'autoritarisme. Eh bien, la démocratie, si j'essaie de la définir à nouveau, c'est un régime politique dans lequel les citoyens décident. Ils décident, ils participent à des décisions publiques, ils conseillent aussi, ils sont consultatifs, comme par exemple dans le cadre des CODEV, et ils participent à la vie politique du pays. Et donc forcément, une démocratie repose sur des lois, sur un pouvoir législatif, sur la possibilité de changer de gouvernement, de projets politiques aussi. Une démocratie, c'est un lieu où on peut changer de projet politique légalement, sans avoir besoin de recourir à la violence. Et bien sûr, une démocratie, quand elle s'appelle par exemple république, eh bien, elle prospère dans des institutions qui protègent les populations. Le problème, c'est que, si vous voulez, si on va plus loin que la simple analyse des enquêtes et des sondages, si on va plus loin que l'opposition entre l'autoritarisme et le régime politique et la démocratie, je crois qu'on fait face à une crise sans fin, comme l'écrit très bien Myriam Revaud-Dallon dès 2012.
La crise sans fin, c'est le fait précisément que nous ne savons plus résoudre nos crises. C'est le fait que la crise, que ce soit une crise économique, que ce soit une crise écologique, que ce soit une crise sanitaire, que ce soit une crise financière, une crise de l'éducation, etc., etc. En fait, nous n'arrivons plus à sortir des crises qui nous constituent en tant qu'elles ne se terminent jamais. La crise sans fin, c'est ça. C'est l'instauration d'une nouvelle société politique où on assiste à l'affaiblissement, voire à la perte de la capacité de la société à se transformer elle-même par l'activité politique. La crise sans fin, c'est, si vous voulez, l'expression que l'on peut poser sur une société qui n'arrive plus à se transformer elle-même par l'activité politique. Et donc la crise sans fin, c'est le constat d'une défaite ou encore d'une impuissance de la politique face à la rapidité et à la complexité des mutations économiques, technologiques. Et comme l'analyse Myriam Revaud-Dallon dans ce livre, eh bien, ce constat d'une défaite de la politique est devenu pour beaucoup une évidence. Et c'est peut-être une manière de comprendre justement le baromètre du Cevipof ou encore l'enquête Harris Interactive. Et donc, l'action politique n'arrive plus à se manifester sur le mode de l'initiative. Elle est devenue essentiellement réactive. C'est la thèse de ce livre. Réaction, par exemple, au mouvement des marchés financiers, réaction aux bouleversements écologiques, réaction aux mutations sociétales et culturelles. Comme si nous ne pouvions plus agir et seulement réagir. Et donc, c'est si vous voulez le constat dont j'aimerais que nous partions, cette crise sans fin de la démocratie, qui fait que précisément la démocratie ne peut plus prendre soin de nous, parce que justement, quelque part, elle n'en a plus les moyens. Donc, je voudrais passer au second moment la perspective d'une démocratie sensible à partir d'un recours au concept de vulnérabilité, et je vais y venir. Tout d'abord, je vais me permettre de partir d'un livre que j'ai écrit en 2011, qui a été dont la dernière réédition s'est faite en 2025, et qui pose la perspective d'une démocratie sensible, du type de démocratie que nous pourrions élaborer à partir d'un courant d'origine anglo-américaine, mais qui s'est beaucoup diffusé en Europe et beaucoup diffusé en France, qui s'appelle l'éthique du care. On pourrait traduire par l'éthique du prendre soin, mais ce n'est pas si facile que ça à traduire. Et donc, ce courant, on peut dire qu'il insiste tout d'abord sur la notion d'interdépendance. Nous sommes dans un monde interdépendant. Nos vies sont interdépendantes. Les vies humaines sont interdépendantes, mais les vies humaines elles-mêmes sont interdépendantes avec les vies non humaines. C'est une interdépendance généralisée des vies. Et donc, cette interdépendance généralisée des vies, dont nous faisons de plus en plus l'épreuve, eh bien,
elle nous incite à promouvoir une autre conception du vivre ensemble, ou en tout cas une autre conception du lien démocratique. L'idée étant que la démocratie, ce n'est pas seulement un état de droit, la démocratie, c'est aussi une expérience du lien. Et précisément, ce sur quoi insiste l'éthique du Caire, c'est la compréhension de la démocratie à travers la primauté du lien. La primauté, qu'est-ce que c'est qu'un lien démocratique? Eh bien, je reviens à la référence à Saskia Sassen au tout début sur expulsion. Un lien démocratique, c'est justement un lien qui n'expulse pas. Ou en d'autres termes, c'est un lien qui est soucieux de ne pas exclure. Et en particulier, de ne pas exclure celles et ceux qui sont aux prises avec des situations de vulnérabilité, ce qui nécessite une attention aux autres, des politiques publiques de soutien pour envisager un retour de la capacité d'agir. Mais je vais essayer d'expliquer tout cela un peu plus précisément. Donc, dans le projet d'une démocratie sensible, il y a un concept qui est fondamental, c'est celui de vulnérabilité. Une démocratie sensible, c'est une démocratie qui reconnaît les vulnérabilités. On peut dire, avant même d'essayer de creuser cette notion de vulnérabilité, que la vulnérabilité est devenue un terme extrêmement présent dans nos sociétés. D'ailleurs, on peut parfois le déplorer, on parle plus guère de pauvreté, d'exclusion, de précarité, on parle souvent de vulnérabilité socio-économique, de la même manière du point de vue écologique. On va souvent parler d'une vulnérabilité des sols, on va évoquer la vulnérabilité du climat. Bref, ce terme de vulnérabilité, il permet de désigner énormément de situations. Je commencerai juste par un peu d'étymologie et d'histoire. Le terme de vulnérabilité vient du latin vulnerare, qui veut dire blessé. Donc, une situation de vulnérabilité, c'est une situation, d'une certaine manière, dans laquelle s'exprime une blessure. Un sol vulnérabilisé, d'une certaine façon, c'est un sol blessé. C'est un sol qui est privé de toute la dimension vivante, on pourrait dire, qui fait sa constitution. Donc, je dirais plus exactement, si on prend les personnes, si on sort de la question des sols et qu'on prend les personnes, est vulnérable toute personne qui peut être blessée. On pourrait ajouter, la vulnérabilité est une atteinte à la personne qui est soumise à un aléa et à ses effets. Alors, les approches en termes de vulnérabilité sont toutefois assez récentes. Elles datent des années 1960-1970 dans le monde anglo-saxon, avec la crise de l'État-providence à partir des années 70, le moment où Ronald Reagan, en tant que gouverneur de la Californie et ensuite président des États-Unis, décide justement de supprimer les aides sociales, déclenche une crise de l'État-providence, selon l'idée précisément que chacune doit pouvoir endosser sa propre responsabilité. Si nous sommes vulnérables, nous sommes responsables, chacun individuellement, de notre vulnérabilité. Et donc la notion de vulnérabilité, elle surgit au moment de la crise de l'État-providence, globalement. C'est important d'avoir ça en termes, 1970-1980. Et
Donc, je disais, elle exprime un degré d'exposition à l'aléa, ce qui produit une singularisation des trajectoires individuelles et des accidents de vie. Il y a toujours dans la vulnérabilité une singularisation d'une trajectoire individuelle, parce qu'il y a toujours des accidents de vie, quelque chose qui m'arrive. Et donc, quelque chose que souvent les politiques publiques ont précisément du mal à prendre en compte parce que c'est justement sous la forme de l'aléa, de l'accident, de ce qui aurait pu ne pas arriver. C'est lié aussi souvent précisément à cette société qu'Ulrich-Beck avait nommée la société du risque. Donc, on pourrait bien évidemment donner des exemples de vulnérabilité. Je pourrais vous en donner quelques-uns. On peut par exemple évoquer des situations d'engrenage qui mènent à la pauvreté. Une femme mariée avec 2 enfants petits, une femme avec enfants qui se sépare, qui se retrouve avec ses enfants à sa charge, qui a une pension alimentaire, par exemple, qui est non payée, qui perd son emploi précaire et qui perd aussi son logement. C'est un engrenage qui mène à la pauvreté et où on peut évoquer l'accumulation des vulnérabilités. Et justement, à ce moment-là, la vulnérabilité, on pourrait la définir comme une perte de maîtrise sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes. C'est comme une expérience, on pourrait dire, de la dépossession. Et cette dépossession, on peut la penser de manière individuelle, mais on peut la penser aussi, bien sûr, de manière collective. Par exemple, si on prend le monde rural et la rupture de l'égalité des territoires, par exemple, le manque de services publics, de commerce, de lieux de soins, eh bien, on peut dire que dans des villages où, par exemple, il n'y a même pas un centre de santé, où il n'y a pas de crèche, où il n'y a pas d'halte garderie, eh bien, on vulnérabilise des populations qui ne sont déjà pas dans les centres de décision politique, qui ne sont pas dans les métropoles attractives, qui sont souvent mieux pourvues de lieux de solidarité organisée. Donc, en ce sens-là, la vulnérabilité et la vulnérabilisation, elle est à la fois individuelle et collective, de la même manière que la vulnérabilité des individus face au transport, dans un monde de la mobilité généralisée. Je pense par exemple dans la région Occitanie à l'absence de trains dans certaines petites villes du Lot. Et bien dans ces cas-là, on crée, quand il n'y a pas de train, on crée des vulnérabilités collectives des individus. Donc, vulnérabilités qui sont des vulnérabilités socio-économiques, mais il y a aussi, bien sûr, des vulnérabilités écologiques. Dans le registre des vulnérabilités écologiques, on pourrait citer toute la côte ouest entre la Charente-Maritime et la Gironde, toutes les perspectives à venir de montée des eaux, de montée des océans, de telle sorte qu'il y a des projections qui nous disent que la Charente-Maritime sera un jour rayée de la carte. Donc ça, c'est aussi une forme de vulnérabilité écologique, et qui a un sens bien évidemment collectif. Donc je crois qu'on pourrait dire qu'il y a à la fois des vulnérabilités proprement individuelles, il y a des vulnérabilités socio-économiques, il y a des vulnérabilités écologiques, et parfois il est quand même difficile de partager vraiment d'ailleurs ce qui est proprement individuel et ce qui est proprement collectif.
Et ce que j'aimerais dire, et ça c'est l'enjeu de ce deuxième moment sur la définition de la démocratie sensible, j'aimerais dire que cette question de la vulnérabilité, on ne peut la penser de manière démocratique que si l'on prend en considération le fait que nous sommes toutes et tous plus ou moins vulnérables. C'est-à-dire que nous pourrons traiter les vulnérabilités, nous pourrons nous soucier des vulnérabilités, nous pourrons les mesurer adéquatement si nous estimons que nous sommes toutes et tous plus ou moins vulnérables. Et de fait, nous le sommes. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident de vie, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe écologique, et puis de toute façon, on a un début de vie, une fin de vie, donc la vulnérabilité nous constitue fondamentalement. Et donc forcément, du coup, une démocratie sensible, c'est une démocratie qui fait avec un monde vulnérable. Et là, je vous ai trouvé une citation d'une des grandes théoriciennes du Caire, John Tronto, dans un livre qui a été publié sous le titre « Un monde vulnérable » et qui essaye de penser le traitement des vulnérabilités à partir de ce qu'on pourrait appeler l'activité de care, l'activité de prendre soin. Et voici comment elle l'a définit. Elle l'a définit de la manière suivante, comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Plusieurs choses. D'abord, le fait de se soucier des vulnérabilités, de se soucier de ce qui nous arrive dans nos sociétés, c'est ce que John Tronto appelle une activité générique, une activité que tout un chacun devrait pouvoir accomplir, qui est typiquement humaine et qui fait que précisément notre monde, il est continuellement à maintenir, à perpétuer, à réparer. C'est-à-dire, d'une certaine manière, une démocratie sensible, c'est une démocratie qui se préoccupe de la continuité de la vie, qui se préoccupe des forces de vie qui justement produisent dans ce monde. Alors bien évidemment, ça naît de l'idée que le monde actuel est un monde, notre monde capitaliste, c'est un monde qui partage les activités, qui même sépare les activités productives. Par exemple, le fait justement de produire un objet dans une usine, de produire une voiture, et puis les activités reproductives qu'on appelle activités de la reproduction sociale, et qui sont des activités qui entretiennent la vie des forces de vie qui justement produisent. Or, le propre des sociétés capitalistes, c'est que tout ce qui revient à cette activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, tout cela est largement invisibilisé. Et on l'a bien vu, il y a eu de nombreux travaux là-dessus, on l'a bien vu au moment du Covid, où précisément toutes les professions de besoin, tous les métiers de soins sont devenus tout d'un coup visibles, parce que précisément, ils étaient les seuls à continuer à travailler dans les lieux où ils devaient travailler. Ça ne veut pas dire que pour autant, depuis, on a compris que cette visibilité, elle témoignait de professions dont on a fondamentalement besoin et qu'il faudrait justement les reconnaître davantage. Mais le capitalisme a cette capacité à occulter tout ce qui fait l'entretien de nos vies et qui nous permet justement de produire. Donc, la vulnérabilité est vraiment devenue une grande question. Et vous avez là-dessus, je ne vais pas avoir tellement de temps à passer dessus, mais vous avez
un rapport du CREDOC en 2024 qui justement analyse en particulier le sentiment de vulnérabilité. Et précisément, ce que montre le rapport du CREDOC, c'est que le sentiment de vulnérabilité, il progresse de manière continue et que son évolution est à mettre en relation avec la crise sanitaire, bien évidemment, et puis également l'inflation. Donc il y a ce chiffre assez étonnant. En juillet 2022, 41% de la population se dit en situation de vulnérabilité. Mais après tout, nous sommes toutes et tous plus ou moins vulnérables. Alors, par rapport au CREDOC et par rapport à la manière dont on pense souvent le sentiment de vulnérabilité, j'apporterai une inflexion, justement, qui renvoie à ce que je vous ai dit il y a 5 minutes, c'est-à-dire que le problème de rapports comme ceux du CREDOC, c'est qu'on peut avoir du coup tendance après à identifier des populations vulnérables et à assigner des formes de vulnérabilité à des personnes. Mais je crois qu'il faut toujours, si on veut avoir ce regard d'une démocratie sensible sur les questions de vulnérabilité, je crois qu'il faut toujours tenir que nous sommes toutes et tous plus ou moins vulnérables. Et que certes, il y a bien des situations de vulnérabilité qu'il faut mesurer, qu'il faut traiter, il y a bien des individus dont il faut prendre soin, mais en dehors de toute assignation et de tout risque de fermeture, qui pourrait être aussi une fermeture de classe, d'une certaine manière. Et là-dessus, il y a une juriste américaine qui s'appelle Martha Feynman, qui a vraiment justement travaillé sur la manière dont une société démocratique ne saurait fermer cette notion de population vulnérable. Enfin, on est arrivé à la dernière partie, donc l'écologie, une politique du care, une vision ordinaire de la transition écologique. Voilà, vous donnez en quelque sorte, parce que c'est l'enjeu de vos réflexions, vous donnez justement un ancrage précis quant à la possibilité de cette démocratie sensible. Je voudrais repartir d'une image qui est une image des années 70. C'est une image c'est une image donc, si on la décrit, de femmes qui sont autour d'un arbre et qui protègent cet arbre d'une certaine manière, qui l'enlacent presque, en tout cas qui sont contre l'arbre pour pouvoir le protéger. Cette image, elle se tient en Inde, dans les années 70, c'est le mouvement Chipko, qui est un mouvement où des femmes, des paysannes qui vivent de la cueillette, qui vivent des arbres, qui vivent de la terre nourricière et qui cultivent, s'opposent justement à des multinationales qui veulent couper ces arbres. Et la meilleure stratégie de résistance qu'elles ont trouvée, c'est celle qui consiste à se placer tout contre ces arbres et ainsi à témoigner combien elles sont prêtes à en prendre soin. Alors pourquoi cette référence au mouvement Chipko ? Parce que tout d'abord, le mouvement Chipko désigne une vision du Sud, de ce qu'on pourrait appeler le Sud global, et en particulier le fait que le Sud global est quand même encore largement structuré par ce qu'on pourrait appeler des économies de la subsistance, et que ces économies de la subsistance, elles sont largement liées à des gestes ordinaires, à un rapport à la protection des sols, des terres, à un usage de l'eau, et que souvent, précisément, les personnes qui sont en première ligne
dans ces économies de la subsistance, eh bien, ce sont des femmes. Et c'est donc la raison pour laquelle aussi elle protège précisément tout ce qui fait l'existence de ces économies. Et donc, ce que j'aimerais maintenant apporter, parce que ça va dans le sens du mouvement Chipko, c'est l'idée que l'écologie peut être une politique du Caire. Ces femmes paysannes indiennes, ce qu'elles accomplissent, c'est des politiques du Caire. Et je vais le faire conformément à un numéro qu'on vient de publier avec Sandra Logier pour raisons politiques et qui tente précisément de montrer en quoi le Caire vaut comme une écologie. Et je commencerai par ce qu'on a développé précisément dans l'introduction. Il s'agit à savoir que d'une certaine manière, évoquer les politiques du Caire comme constituant une écologie et la possibilité justement d'une transition, c'est sortir globalement de l'idée telle qu'elle avait été admise dans le développement durable. Je vous rappelle, mais ce sont des choses que vous connaissez certainement, le rapport Brundtland et l'idée, bien que l'on connaît tous, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Bon, cette définition, elle est intelligente et intéressante dans la mesure où précisément elle prévoit la question du développement par rapport à son futur et par rapport au fait que l'ensemble de nos ressources constitue un ensemble fini. Mais il me semble que cette définition, elle a souvent valu comme à travers une nécessité du maintien de niveau de vie des sociétés développées. Et donc, plus radicalement, l'éthique du Caire envisage la finitude écologique de la Terre, mais avec, tout comme justement le développement durable, mais avec une autre conception de ce qui est indispensable, de ce qui est durable, avec une autre anthropologie aussi, puisque l'anthropologie, c'est celle de la vulnérabilité, et donc avec une vision de l'être humain comme étant à la fois vulnérable, dépendant, interdépendant. Et donc j'aimerais terminer sur ce, vous donner quand même quelques éléments sur ce point avant de dévoiler ma conclusion, mais vous avez déjà vu l'une des images de cette conclusion. Et donc dire que l'idée d'une transition écologique qui pourrait se faire avec les politiques du Caire, c'est précisément l'idée toujours des milieux. C'est l'idée de la matérialité des milieux. Par exemple, si on prend la perspective d'un Caire agricole, c'est l'idée qu'une ferme, ce n'est pas seulement l'affaire de parcelles, ce n'est pas seulement des cultures comme le blé, l'orge, ce n'est pas seulement des élevages, mais c'est aussi toutes les relations. On est dans le cadre d'une pensée de la relation, et c'est toutes les relations avec précisément les espèces animales qui sont autour de la ferme, que ce soit des espèces nuisibles ou non, hein, c'est aussi les relations avec les mulots, les sangliers, et donc la manière dont on met au point justement des tactiques relationnelles face à des animaux qui peuvent être considérés comme nuisibles à partir toujours de l'observation et de l'attention. L'idée d'une écologie du Caire et l'idée par exemple d'une ferme
qui déploierait un care agricole, c'est précisément l'idée que l'on va observer. On va pas seulement cultiver, mais on va justement observer. On va observer son milieu, on va apprendre à le connaître. Par exemple, les mulots, plutôt que de faire un traitement a priori contre les mulots, on va regarder réellement où ils sont, les mulots, qu'est-ce qu'ils font. Et du coup, on va pouvoir agir beaucoup mieux. Donc, c'est l'idée de l'observation. C'est aussi l'idée que dans les vignes, il n'y a pas de raison de ne pas laisser se déployer un certain nombre d'herbes. C'est l'idée aussi précisément d'une attention à la terre. C'est l'idée d'une attention au sol. Et précisément l'idée qu'il faut regarder les sols, il faut justement les observer parce que les sols sont vivants et qu'il s'y passe quelque chose. Et que précisément les observer, c'est reconnaître leur existence, c'est reconnaître la dimension vivante et nourricière du sol. Le sol n'est pas mort. Et donc tout cela, ça définit en fait une écologie qui est celle, on pourrait dire, de la vie ordinaire et de l'attention et de l'observation ordinaire. Soyons moins, d'une certaine manière, performants, soyons moins séparateurs et pratiquons davantage l'attention et l'observation. Et donc, pour terminer, j'avais envie de revenir à l'art et en particulier à un artiste de ce qu'on a appelé l'arte povera, Giuseppe Pennone, qui a vraiment, on peut dire que toute son œuvre, c'est vraiment un travail sur le rapport de l'humain à la nature et sur le fait précisément que l'humanité essaie toujours de mettre la main sur la nature. Ça, c'est un peu ce que nous a expliqué Bruno Latour quand il a fait la critique du contrôle de la nature dans la modernité. Et donc, j'aime beaucoup cette sculpture de Pennone parce qu'elle montre bien comment, quand une main s'applique sur un arbre, bon là en plus elle est en bronze, comment petit à petit l'arbre se transforme. Et il y a une très belle citation de Pennone que je voudrais reprendre avec vous en guise de conclusion. L'arbre est une matière fluide qui peut être modelée. Le vecteur principal est le temps. L'homme a une temporalité différente de celle d'un arbre. En principe, si on empoignait un arbre et qu'on avait la constance de ne pas bouger durant des années, la pression continue exercée par la main modifierait l'arbre. J'aime bien cette idée que l'arbre est une matière fluide parce que c'est une manière de rappeler qu'il n'y a pas d'écologie et il n'y a pas d'écologie démocratique sans reconnaissance de la vie que porte l'arbre et sans justement attention des arbres. Et puis, par ailleurs, c'est une citation intéressante également parce qu'elle met en avant le facteur du temps. Et donc, je terminerai là-dessus, la démocratie prendra soin de nous si nous pouvons avoir le temps. C'est-à-dire si nous pouvons bénéficier de structures, d'institutions qui nous permettent précisément d'être attentifs et d'observer. Et de pouvoir observer, par exemple, ce qui se passe quand une main reste pendant longtemps sur un arbre. Je vous remercie. On va pouvoir passer un temps de questions-réponses. Est-ce que
souhaitez poser une question, n'hésitez pas à lever la main, comme ça on vous identifie. Bonjour. Puisque demain vous êtes en présence à je voulais savoir si vous avez l'intention d'inscrire votre livre à M. Boulet. En tout cas, ça serait une très bonne idée, comme service. Parce que vous avez parlé à la fin d'une culture qu'il faut pour tout mettre en œuvre. Moi, je dirais plutôt qu'il s'agit de volonté politique pour tout mettre en œuvre. Et c'est pas très difficile. Oui, bien sûr, il faut de toute façon, pour qu'il y ait des structures et des institutions, il faut une volonté politique. La difficulté aujourd'hui, c'est tout le diagnostic du présent, qui est quand même assez lourd. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que pour pouvoir faire quelque chose politiquement aujourd'hui, à quelque niveau que ce soit, il faut avoir bien diagnostiqué ce que notre présent est devenu. Par exemple, il me semble que lorsque les paysannes du mouvement Chipko étreignent les arbres, elles le font parce qu'elles ont fait un diagnostic approprié de ce qui était en train de leur arriver. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut faire voir ce qui nous arrive et ensuite comprendre comment on peut en sortir. Mais je n'ai pas emmené l'éthique du Caire. Oui, je résumerai un petit peu différemment. C'est une histoire de commun, du commun. C'est une histoire de, quand on parle de démocratie, qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est une question de démocratie participative, qui ne soit pas de la fausse démocratie participative, pour le dire rapidement, de la com, donc c'est pas la com, la démocratie participative. Et puis, moi j'associe toujours écologie, démocratie. Alors démocratie, écologie sociale. Voilà. Bien sûr. S'il n'y a pas ça, et comme tu le fais, par rapport en politique, chacun fait ses choix, mais il y a des politiques quand même, si on les choisissait, qui proposent ce genre de choses. Mais une fois que partie de la population qui s'émeut et entend, voilà, pour moitié optimiste, moitié pessimiste. Alors en tout cas, oui, la terre, par exemple, est un bien commun. Et c'est vrai que la suite de la communication, ça pourrait être là-dessus. Ça pourrait être justement sur les biens communs. Et sans doute qu'aujourd'hui en politique, il faudrait vraiment pouvoir faire percevoir à tout le monde cette notion de bien commun, qui est par ailleurs vraiment un beau terme et qui porte vraiment la possibilité d'une démocratie du prendre soin. Tout à fait. Oui, je voudrais revenir sur les deux remarques là. Une démocratie, c'est pas une volonté politique. Donc, comme si on parle, parce qu'on parle d'homme politique ou de structure politique, une démocratie, c'est d'abord la volonté du peuple. Or, est-ce que la volonté du peuple est d'aller vers une écologie? Pas. Et parce que quand on parle, la grande question, c'est est-ce que l'écologie, moi je pense que oui, mais est vraiment ne peut être que dans une démocratie, mais concrètement, on peut très bien avoir un dictateur qui veuille mettre en place une politique très écologique au sens justement pas social, mais une écologie sur uniquement la nature, la terre, le maintien d'une atmosphère qui
qui reste bonne. Donc, pour moi, c'est important de voir les deux, et c'est surtout important de ne pas se dire on a une volonté politique ou pas. La politique, c'est le peuple, donc c'est nous, et nous tous. Je pense que c'est trop facile de dire ah ouais, mais un tel ou un autre, le manque de volonté politique. Si les politiques, l'élite politique, le peuple lui-même et les entreprises ne vont pas dans le même sens, ben on n'avancera pas. Alors, ce que j'ai envie de dire, je dirais plusieurs choses. Bien sûr, j'ai repris la définition de la démocratie à travers la souveraineté populaire, donc effectivement la volonté du peuple, au tout début. Qu'est-ce que c'est qu'une souveraineté populaire? Une souveraineté populaire, si on prend par exemple l'histoire de la Grèce, c'était des personnes qui se réunissaient sur une place pour discuter, pour délibérer, quand même plutôt des hommes, plutôt athéniens, etc. Mais en tout cas, ce qui surgit, c'est quand même l'idée qu'une souveraineté du peuple, ça se construit aussi. Ça se construit dans des délibérations, ça se construit justement, par exemple, dans la prise en compte de biens communs, de valeurs, etc. Donc il y a quand même la possibilité d'une construction. Après, sur l'écologie, je suis allée cet été en Chine, et c'est vrai qu'on dit beaucoup aujourd'hui, les Chinois, d'un certain point de vue écologique, ils avancent très vite parce que justement c'est un pays où tout peut marcher de manière... Il y a quand même un soft power numérique assez spécifique en Chine qui fait que les gens sont quand même tenus à certaines conduites, mais il y a effectivement des résultats, comme par exemple la voiture électrique. Quand on est dans des villes comme Pékin et Shanghai, il y a des voitures électriques partout. Et c'est vrai que les voitures électriques, ça fait beaucoup moins de bruit dans la ville et ça fait moins de pollution. Donc effectivement, je vois bien ce que vous voulez dire, ce qu'on peut dire, en tout cas, ce que beaucoup de gens peuvent dire. Moi, j'ai essayé de prendre un autre point de vue, qui n'est pas le seul point de vue, bien évidemment, qu'on peut avoir sur l'écologie. J'ai essayé de repartir, si vous voulez, du small is beautiful, c'est-à-dire des pratiques que les individus peuvent avoir dans leur rapport à l'écologie et qui fait qu'une écologie en démocratie, à mon avis, elle marche si on a des attachements. Je me souviens très bien quand j'habitais dans la région bordelaise, il y a eu une grande marée noire. Je me souviens d'avoir vu les plages de Lacanau complètement noires. Et là, ça m'a vraiment fait très mal. Pourquoi ? Parce que justement, ce qui se jouait à ce moment-là, c'était une forme d'attachement. Et donc, je crois que l'écologie, d'un point de vue démocratique, ça peut marcher si précisément elle fait fonctionner des attachements. Et c'est ça le sens d'une écologie du care. Mais bien évidemment, faire fonctionner les attachements, ça suppose de laisser une certaine capacité d'agir aux individus. Ça suppose de pouvoir développer, ce que je disais tout à l'heure, des qualités d'observation, d'attention. Et ça suppose peut-être aussi derrière une éducation à ces qualités. Ça suppose aussi du temps pour pouvoir justement exercer ces qualités. Donc, mais au bout du compte, c'est quelque chose qui est plus en phase
avec ce que nous sommes, c'est-à-dire des vivants, et avec la vie elle-même. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi parfois, c'est d'avoir des exemples comme le mouvement Chipko, des exemples concrets qui nous permettent de projeter comment ça se mettrait en œuvre. Et c'est pour ça que je voulais partager les nombreux travaux en Amérique latine sur la politisation du Caire et aussi de nombreuses expériences. Et une qui me semble particulièrement révolutionnaire, mais qui est concrète depuis plusieurs années, c'est au Brésil, l'expérience des paysannes et de la marche de Margaridas. Bien sûr. Donc un mouvement social de paysannes au Brésil, qui est le majeur mouvement en Amérique latine, et donc qui, non seulement donc, des paysannes qui pratiquent dans des gestes quotidiens donc l'agroécologie, mais aussi des formes sociales et politiques, et qui vont les politiser, et c'est-à-dire de construire des propositions de politique publique qu'elles remettent tous les 4 ans à la présidence de la République, donc à Lula ou à Dilma Rousseff, et qui ont été le support de la première politique publique d'agroécologie au Brésil, dans laquelle, enfin la première politique publique d'agroécologie tout court, en 2011, et dans laquelle étaient contenues des dimensions d'égalité sociale, donc d'accès aux femmes à la terre, de prévention des violences de genre et du féminicide, de promotion du codage agroécologique, etc. Et je trouve que c'est une expérience concrète de faire politique par de la pratique quotidienne et avec des espaces de négociation sociale où on construit des politiques publiques qui sont inspirantes sur essayer de penser comment on pourrait le mettre en œuvre aussi dans d'autres contextes. Ah oui, bien sûr. Là, j'ai pris le cas de l'Inde parce que, en plus, j'adore cette photo. Je trouve qu'elle dit beaucoup. Et je voulais qu'il y ait aussi des photos. Mais au Brésil, oui, il y a énormément de choses. Il y a aussi tout le mouvement des paysannes sans terre, justement, et le fait de militer pour des terres qui continuent d'être collectives. Et ces formes de militance, elles sont souvent le propre des femmes, parce que ce sont souvent les femmes qui cultivent justement ces terres collectives. Donc oui. Et puis au Brésil, il y a de vraies pratiques de politique du Caire, tout comme d'ailleurs dans les universités, il y a réellement des recherches autour des politiques du Caire. Donc c'est un très très bon exemple, donc merci. D'autres questions, prise de parole? Désolée, je ne comprends pas la parole. Oui, merci pour votre intervention. Juste, on vous expliquer qu'on veut un suprême aujourd'hui. Au début, on a recours un peu à l'autocratie parce que c'est ça qui est françainement. Donc il y a cette intervention au début qui est assez bousculante. Et ensuite, vous essayez de développer, donc je trouve ça passionnant, le fait d'être dans une démocratie plus faire, si vous voulez avoir le temps. Le temps de la libération, le temps du commun, pour rebondir sur ce que disaient les autres intervenants, et qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence, l'urgence écologique, et l'urgence démocratique, elle est bien amochée, parce que là aussi, il y a l'urgence, et il s'avère que des fois, pour des questions de rapidité, on est dans l'urgence écologique à développer, comme vous l'avez évoqué en Chine, il faut développer. Et ça mène du mauvais état de la population, forcément, parce qu'ils ne le vivent pas bien localement, et c'est la question du partage. Comment ce fameux diagnostic, il est partagé, et comment on a le temps de le partager. Et en gros, comment on envisage collectivement là où on vit, quoi, notre quotidien. Donc, moi, je rebondis un peu là-dessus parce que aujourd'hui, par contre, et vous ne l'avez pas évoqué, on est dans une politique qui tape partout, le reste. On n'est pas dans un monde c'est du conflit dur,
et c'est pas du conflit dans lequel on va trouver du positif qui ressort. On est dans la phrase, on est dans je t'aime pas, ce qui n'est pas comme moi et mon ennemi. Je trouve que là, en tout cas, votre intervention, elle ouvre des perspectives là-dessus, mais la responsabilité, je pense qu'elle n'est pas uniquement que du côté du politique, elle est aussi du côté du citoyen, de se dire qu'est-ce qu'on attend du politique, qu'il règle nos problèmes ou qu'il soit avec nous pour les régler. Je trouve que là, il y a aussi ces interrogations. Je suis d'accord avec vous. Moi, justement, à l'époque où j'étais présidente du Conseil de développement durable de ce qui s'appelait la communauté urbaine de Bordeaux à ce moment-là, j'avais fait un livre, La politique de l'individu, où j'avais justement repris le concept de capacité tel qu'il existe chez Amartya Sen, chez Martha Nussbaum, parce que justement, c'est un concept qui permet d'envisager la possibilité d'un faire du côté des individus. Encore faut-il que les politiques, les institutions donnent la possibilité de faire, parce qu'elles peuvent empêcher. Et la question, c'est de savoir à quel moment on en sera là. Et ça, c'est très compliqué. Peut-être qu'on n'en sera jamais là, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a ça. C'est que pour faire, il faut quand même pouvoir faire. Et qu'on peut très bien... et qu'une société politique peut très bien empêcher les individus de faire. Et alors là, comment on fait ? Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu en amont du propos, sur la démocratie sensible, c'est-à-dire sur le fait qu'elle repose quand même sur le double constat que vous avez indiqué, le sentiment de vulnérabilité ou l'expérience de la vulnérabilité. Or, la crise climatique, la crise environnementale, de manière générale, elle nous a fait vulnérables tous. Donc, logiquement, ce sentiment de vulnérabilité devrait être très largement partagé, mais à l'épreuve des corps, etc. Et on voit bien quand même qu'il y a un certain nombre d'indicateurs aujourd'hui sur des sondages et même des travaux scientifiques qui montrent cette prise de conscience de la vulnérabilité. Et effectivement, et qui touche tout un chacun. Donc on pourrait dire un élément favorable pour aller vers un autre rapport à la démocratie, c'est effectivement ce sentiment partagé aujourd'hui de la vulnérabilité. Mais il y a une autre condition, on pourrait dire pour un pied ça avance, il y a une autre condition qui est celle de l'interdépendance. Et moi j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, parce qu'on voit bien qu'on est même dans des sociétés qui ont construit aussi des processus d'individuation qui viennent de loin, mais qui du coup nous coupent d'une certaine manière de ce sentiment d'une interdépendance, déjà entre humains, et puis entre humains, non-humains, etc. Et il me semble que là, par rapport aux crises que nous vivons, ce sentiment de l'interdépendance, au fond, progresse assez peu. Et je pense que dans le recours à des formes d'autoritarisme, c'est-à-dire quelqu'un, au fond, ou quelqu'une qui viendrait nous imposer de quoi survivre, au fond, il y a probablement le fait que ce sentiment, ou cette réalité de l'interdépendance n'est pas suffisamment consciente. Parce que si elle l'était, probablement qu'effectivement on trouverait les voies d'un autre mode de fonctionnement démocratique. Donc moi j'aimerais bien qu'on revienne sur ces deux fondements. Je pense que c'est très juste. J'ai pas encore creusé cela assez bien, parce qu'en fait, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que sur la question des vulnérabilités, il y a vraiment des prises de conscience. En plus, la pandémie, ça a beaucoup joué aussi sur l'idée que tout le monde était vulnérable, y compris les puissants.
Sur l'interdépendance, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que notre monde est un monde de la séparation. Et c'est aussi un monde des binarités, humain, animal, etc. Et par ailleurs, je pense que les réseaux sociaux, je pense que même la communication politique aujourd'hui est toujours sur le renforcement de ces binarités, du noir, du blanc. Et donc, effectivement, on est très très loin de pouvoir percevoir et de pouvoir reconnaître tout le réseau de nos interdépendances. Alors je pense que pour qu'on puisse faire quelque chose de reconnaître nos interdépendances et qu'on puisse après justement agir à partir de nos interdépendances, je pense qu'il faudrait une éducation. Il faudrait une éducation aux interdépendances, il faudrait, mais par des choses parfois extrêmement basiques, comme le fait de partager un jardin en ville, de faire pousser des salades ou je ne sais quoi. Mais oui, il y a bien évidemment une difficulté, et cette difficulté-là, elle ne sera pas résolue tout de suite, parce qu'effectivement, les interdépendances, quelque part, c'est une destruction du contrôle humain. C'est une destruction de la puissance humaine. Donc, or, la modernité, elle s'est structurée à travers le contrôle humain. Alors peut-être, mais j'en sais rien, c'est pas sûr du tout, peut-être qu'on peut se dire que, mais ça va quand même pas dans ce sens, on pourrait se dire que le rééquilibrage du monde, que le fait qu'il y ait moins de polarité au nord, qu'il y ait vraiment maintenant un sud, des suds, que justement ça pourrait nous amener à une certaine reconnaissance des interdépendances, parce que dans ces suds, il y a justement des populations qui ont développé des économies de la subsistance qui existent encore et qui justement sont très conscientes de leurs interdépendances. Mais le problème, c'est que ces suds, ils sont aussi en proie à des phénomènes d'expropriation des terres, d'extractivisme, de mise à mal de ces économies de la subsistance, donc de mise à mal aussi d'économies qui fonctionnent à partir d'une reconnaissance des interdépendances. Donc la question, elle est à mon sens essentielle, et votre remarque est vraiment très juste, mais c'est difficile de voir comment l'humanité, qui en plus est quand même de plus en plus structurée, à mon sens, par un sujet de la consommation. Je veux dire, le sujet de la consommation, c'est un sujet binaire, c'est un sujet qui justement pose la puissance humaine. Donc, c'est difficile. Mais il faut une critique de la consommation pour reconnaître les interdépendances. Bonsoir. Oui, moi j'avais une question sur la vulnérabilité. C'est que je me demandais si c'était vraiment le meilleur concept pour penser politiquement ce qui se passe, étant donné que c'est un mot-état. En fait, la vulnérabilité, il n'y a pas, le processus de vulnérabilisation il est très compliqué à penser. Il n'y a pas de vulnérabilisateur dans la langue française. La domination, l'exploitation, moi je vois ce que c'est, il y a un exploitant, il y a un dominant. Mais dans la vulnérabilité, il y a quelque chose comme si ça tombait du ciel. Il y a quelque chose de l'aléa, de l'accident, un peu comme vous avez dit. Et je me demande si c'est le plus pertinent en fait pour penser ce qui se passe actuellement, surtout en termes écologiques, en termes d'exploitation, et qu'il n'y aurait pas d'autres termes où on aurait vraiment l'origine du processus jusqu'à la fin. C'était un petit peu la question. Oui, alors c'est une question qui revient souvent sur la notion de vulnérabilité. C'est en particulier souvent la critique que beaucoup de marxistes font à la notion de vulnérabilité. Et ou alors on dit la vulnérabilité, c'est devenu un mot fourre-tout qu'on utilise pour tout, y compris dans le registre de l'ONU, partout on parle de vulnérabilité.
Moi, je fais vraiment partie des personnes qui pensent que c'est un terme intéressant. Parce que je pense qu'il dit vraiment quelque chose de ce que nous sommes en train de devenir, à condition de bien inclure dans vulnérabilité plusieurs choses. D'une part, de ne pas essentialiser la vulnérabilité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que ça reviendrait à stigmatiser des populations. Et donc, ça veut dire, mais ça c'est ce que vous avez dit dans votre question, ça veut dire que le terme au sens strict de vulnérabilisation est peut-être plus intéressant que celui de vulnérabilité. Et puis ensuite, une société démocratique, et donc se rapporter démocratiquement à la question des vulnérabilités, c'est penser le traitement et la mesure des vulnérabilités. Et ça, sur la manière dont on mesure des vulnérabilités, il doit y avoir du débat, il doit y avoir de la délibération. Ce serait un abus de pouvoir que d'imposer seul ou au titre d'une institution ou au titre d'une volonté politique ce que c'est qu'un vulnérable et ce que n'est pas un vulnérable. Donc, si vous voulez, tout dépend du traitement que l'on fait de la notion de vulnérabilité. Mais moi, je pense sincèrement que c'est une notion utile pour dire quelque chose de ce qui nous arrive et que les notions d'exploitation, d'aliénation, etc. n'arrivent pas totalement à cerner. C'est ma conviction profonde. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment très très intéressant. Merci aussi pour, dès le début, beaucoup apprécié votre définition de la démocratie, qui, moi, évoque la notion d'auto-organisation. Et ça résonne aussi avec ce que vous avez dit à la fin, dans vos réponses en parlant d'éducation, effectivement. Et j'arrive avec ma question, c'est que, mes deux questions. La première, c'est, en fait, c'est concrètement, pour y aller dans cette démocratie du clair, il faut que chacun reprenne la confiance en sa capacité d'agir et prenne conscience de sa capacité d'agir. Et du coup, la question est la suivante. Comment est-ce que, dans cette compréhension d'une société dans laquelle chacun est partie prenante de cette société et y participe, comment est-ce qu'on peut réussir à constituer les institutions justement du CAIR qui nous permettent d'apprendre à cette capacité d'agir, d'apprendre à prendre soin, à observer, etc. Donc la première question, c'est est-ce que vous avez réfléchi à ces institutions qui permettent cette démocratie du cœur? Et puis la deuxième, elle est un peu plus compliquée, et je ne sais pas si la réponse existe, mais c'est une question que je me pose, qui est dans la mesure où on a réussi à trouver ces institutions bienveillantes, justement, qui sont là pour prendre soin, et qu'on est dans une idée que c'est ça qu'on veut pour notre société, comment faire pour, avec ces institutions qui sont nécessairement pas violentes, on va dire, ou pas destructrices, comment est-ce qu'avec ces institutions-là, on peut réussir à affronter, à démanteler les institutions de domination qui sont les plus courantes aujourd'hui? Ma question est bien. Vos deux questions, elles sont bien. Je vais avoir du mal à y répondre si vite, parce que c'est sûr que c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, ces deux questions. Sur les institutions, sur ce que sont des institutions qui permettraient d'agir, je vais forcément répondre assez vite, mais j'ai travaillé là-dessus. Il y a une phrase que j'ai souvent utilisée, qui me vient à l'esprit, qui est une phrase d'un philosophe qui s'appelle Avishai Margalit,
il dit une société décente, c'est une société dont les institutions n'humilient pas les gens. Je pense que des institutions qui permettent de faire, ce sont des institutions qui n'humilient pas les gens. Ça veut dire que ce sont des institutions qui précisément font attention à la qualité des relations humaines ou alors à la qualité des interdépendances. Ce sont effectivement des institutions non brutales, effectivement. Ce sont, donc voilà, je ferai appel à cette idée d'humiliation, ne pas humilier. Alors je crois qu'en France aujourd'hui, on a beaucoup de lieux où des populations sont humiliées, mais dans d'autres parties du monde aussi. Sur la deuxième partie de votre question, c'est plus compliqué parce que qu'est-ce que c'est qu'une bonne et une mauvaise institution? Qu'est-ce que c'est? Il faudrait pouvoir faire, par exemple en France, une sorte d'annuaire des bonnes, des mauvaises institutions, de celles qui... C'est très très compliqué. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est des choses assez simples. La première, c'est que dans le registre, en tout cas des institutions publiques, il faudrait sortir quand même du new management public, parce qu'on voit bien que ça ne marche pas très très bien et que ça ne fait pas jouer la qualité des relations. Et puis j'ai tendance à dire que l'un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on n'invente plus d'institutions, je trouve. Et je crois qu'en fait, il faudrait peut-être plus d'invention d'institutions. Ce serait la meilleure manière de faire que les gens agissent. Et puis après, à l'intérieur des institutions existantes, il faut du renouvellement, il faut précisément déjouer les abus de pouvoir. Il y a des manières de faire, mais ça suppose du temps, ça suppose là pour le coup de la volonté politique, ça suppose aussi de l'argent. Voilà, ça suppose beaucoup de choses, des individus qui ne seraient pas épuisés également, parce qu'il y a aussi beaucoup d'institutions où on épuise les individus, où on les rince, où on les tord dans tous les sens. Voilà. Vous avez donné des définitions concernant la démocratie, la vulnérabilité, on parle de l'éthique du soin, du care, Cynthia Fleury en parle beaucoup, entre la vulnérabilité et le care. Et c'est quoi la définition du soin pour vous? Moi j'en ai une en tant qu'infirmière, du soin infirmier, voilà, pour dire que c'est ce qui permet d'augmenter la puissance de quelqu'un pour l'aider à être autonome, la fameuse autonomie, c'est-à-dire de pouvoir faire avec ses interdépendances et d'être plus puissant encore dans ses interdépendances. Ça, c'est une définition. Et ce qui m'inquiète toujours un peu derrière l'éthique du soin, le care, c'est quelque part la capacité qu'a un système comme le système capitaliste de recycler tellement bien le soin. Ah bah bien sûr, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose que Boltanski avait très bien expliqué dans le Nouvel Esprit du capitalisme avec la critique artiste et comment elle est récupérée par le capitalisme. Le soin, si vous voulez, ça veut dire que je préfère le terme de care ou le terme de prendre soin parce que le soin, souvent en français, on le comprend tout de suite comme un soin médical, rarement comme un soin relationnel. Mais je suis d'accord avec vous, mais je dis que souvent les individus, quand on dit soin, ils entendent guérison, médecine, donc c'est pour ça que je préfère le terme de prendre soin, parce que je pense que la dimension relationnelle, elle apparaît plus directement.
Mais que puis-je vous dire là-dessus? Que le prendre soin dans le registre d'une éthique et d'une politique du care, c'est pas un supplément d'âme. C'est pas un supplément d'âme, c'est pas non plus une adaptation au capitalisme. C'est vraiment autre chose. Ça porte le projet d'une critique du capitalisme. Et si on parle de critique du capitalisme, à ce moment-là, il faut aussi s'intéresser, bon, c'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui, mais à toute la question de l'économie du prendre soin. Comment on fait économiquement pour reconnaître toutes ces activités-là qui sont effectivement difficilement chiffrables, mais qu'on essaie de chiffrer. Et donc, comment on fait économiquement pour penser réellement leur valeur? Et ça suppose une modification complète de logiciels politiques. Et ça suppose inévitablement une critique du capitalisme. Mais vous avez raison, bien évidemment, il y a toute une utilisation capitaliste du care. Mais c'est pour ça que je dis éthique du care, parce que l'éthique du care, c'est un courant spécifique de pensée qui est né dans les années 1980, qui continue à exister aujourd'hui et qui n'est pas la même chose que la réutilisation. C'est pas la même chose que des services. Voilà, il y a même dans le courant de l'éthique du care, il y a une critique de la notion de service, de la manière dont on conçoit justement les services à la personne, avec tout ce que ça pose aussi en termes de privatisation, souvent, de ces services. Si Fabienne Brugère était femme politique, que ferait-elle pour amplifier la conscience citoyenne des personnes et quel avantage elle voudrait en tirer? Pour elle. Non mais là, c'est Joker, là. Non, je pense que si j'étais une femme politique, je pense que, mais ça c'est un prisme qui est quand même lié, je pense, à ma profession, j'essaierais de réformer radicalement l'éducation nationale. Et d'y introduire justement du care, parce que j'essaierai aussi de transformer radicalement les médias, parce que c'est bien les deux domaines qui fabriquent des esprits. Et donc voilà, je trouve que l'enjeu est là, médias plus éducation. Mais c'est vraiment à brûle-pourpoint, hein, donc. Ça m'a beaucoup intéressé votre vision des choses et ça m'a sensibilisé davantage à une action qui a eu lieu dans mon quartier, à Bellefontaine, au Muraille, où une amie et un groupe de femmes s'est mobilisé autour d'un arbre qui était un carrefour. Et les gens qui habitaient à côté ne voulaient pas qu'il soit détruit, un seul arbre. Et les architectes, etc., n'ont pas tenu compte de cette sensibilité à cet arbre-là qui représentait justement pour les gens quelque chose que moi j'avais du mal à comprendre, parce que je ne suis pas dans ce quartier, voilà, dans cette zone-là, et dans le quartier où, mais pas dans cette zone-là, c'est qu'elle pourrait être sexy, entre guillemets, mais véritablement votre éclairage, voilà, merci d'avoir, je vous ai soutenu, mais ça m'a conforté dans l'idée que symboliquement il y avait quelque chose de très fort dans l'action du groupe de femmes qui va sur la dépêche d'ailleurs. Voilà, je me sens beaucoup mieux après votre intervention. Je comprends beaucoup mieux. Merci. Bah merci, je crois que c'est une belle conclusion.
Ouais, je crois qu'après ça. Ah, merci à vous. Et merci au public, hein, parce que c'est public toulousain, public à la fois informé et, voilà, et qui a le sens de l'interaction. Donc, ça fait plaisir de revenir à Toulouse.